En 66, j'étais à ce moment-là à la Cambre, à l'époque où donc j'ai abandonné les études. J'ai un peu travaillé comme gratte-papier dans un ou deux bureaux d'architecture pour justement un petit peu nourrir le budget de la famille. Bon, et puis, mon mariage n'a pas duré très longtemps. J'ai continué ma peinture. Et étant séparé de mon épouse, ben, j'ai donné toute mon énergie à ma peinture. Et je dois dire que jusque de 1969, année où on s'est séparés, et jusqu'en 1974, année où j'ai dû arrêter de réaliser mes œuvres sur acier émaillé à cause du crash pétrolier de 73, eh bien, j'étais un jeune artiste qui vivait de son travail. Donc, je n'avais plus le salaire de mon épouse, je payais mon loyer, j'avais une voiture, je mangeais normalement, je vivais normalement, et voilà. Et mes œuvres en acier émaillé, que j'ai d'ailleurs repris à la technique en 2020 et en 2021 maintenant, ma première œuvre en acier émaillé date de fin 69 et je réalisais ça aux usines Cray à Gosselies. En fait, j'avais pris contact avec le directeur des usines qui avait été très enthousiaste de mon initiative, de mes dessins. Et comme je lui ai dit, écoutez, j'ai pas d'argent, de quoi financer, il m'a dit, pas de problème, vous réalisez et vous me payez quand vous vendez. Génial, hein? Donc, entre 1969 et 1974, toutes mes œuvres étaient des œuvres sur acier émaillé, dont la plus grande au niveau surface est pour l'architecte Renat Bram à Anvers, dans une école, et qui fait 120 mètres carrés. Et aujourd'hui, cette école de Renat Bram, ainsi que mon mur, sont classés par la communauté flamande. Ce mur de 120 mètres carrés que j'ai réalisé pour Bram, c'est aussi toute une... Bon, quand je l'ai contacté, j'avais moins de 30 ans. Lui était un architecte célèbre de plus de 60 ans. Quand il était jeune, il avait travaillé dans le bureau de Le Corbusier. Et je prends l'initiative de lui téléphoner, de prendre rendez-vous. Et il me reçoit très gentiment. Et comme j'avais déjà réalisé quelques œuvres sur acier émaillé, ben je lui montre des photos. Le contact passe très bien. Et puis, il me dit, ah, pour l'instant, je suis occupé, j'ai un chantier qui est une école à Anvers, Sint-Cumarustraat, près de la Sint-Jansplein, et j'ai fait un projet. Je me dis, oh zut alors. Moi, j'arrive avec mes œuvres, et lui, il en fait donc, ça ne va pas marcher. Il me montre son dessin, qu'il a appelé Tovertuin, jardin magique. Je dis oui, c'est bien, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Renat Bram avait fait un dessin qui était figuratif, avec des espèces d'animaux imaginaires, fantastiques, pas effrayants évidemment, de la végétation aussi imaginaire. Bon. Et puis il me dit, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour le budget, je ne me souviens plus combien, en acier émaillé? Je reste muet parce que je ne comprends pas très bien ce qu'il veut me dire. Est-ce qu'il veut me dire, est-ce que je peux réaliser son dessin en acier émaillé? Et je demande quand même un éclaircissement. Et il me répond, non, avec votre œuvre, je préfère ce que vous faites. Ah! Renat Bram, dont toute l'œuvre aujourd'hui est classée, qui, moi,
petit jeune homme de moins de 30 ans me dit ça, vous imaginez que je suis rentré chez moi, mais excité, boosté, comme on dit aujourd'hui, d'une manière incroyable. Donc je me suis mis très rapidement à faire des recherches, des essais. Il m'a donné les plans, j'ai fait des maquettes, j'ai d'ailleurs donné toutes mes archives, les esquisses, les photos que j'avais de l'époque de mes projets, de mes maquettes, ainsi que les photos du mur terminé, ainsi que même le montage de tous les panneaux sur le mur, qui est un montage que j'ai pas fait moi-même, mais que j'ai géré. J'ai donné toutes mes archives à la communauté flamande. Et donc, je suis rentré chez moi, donc excité, puis j'ai fait le projet. J'ai présenté le projet à Renat Bram, qui a tout à fait adoré. Et quand il m'a demandé de faire mon projet, ben, je me suis dit, ben, je vais réutiliser le même titre, parce que moi je fais une œuvre géométrique, mais j'essaye que ce soit pour les enfants, parce que en fait c'est un mur d'éclairage par rapport à la façade, c'est donc dans le bâtiment intérieur d'îlot. Dans la façade, on voit le mur à 2 mètres et quelque chose comme ça. Donc pour les enfants, ils ont ce spectacle, et qui, avec le jeu de formes que je fais, parce qu'il y a tout un jeu, il y a toute une logique dans la suite des formes, dans les thèmes qui sont à certains endroits, pour marquer plus certains points, et le jeu des couleurs. Donc, pour les enfants, enfin déjà pour moi, je me suis dit, ben, Jardin magique, qu'avait appelé Renat Bram, je vais l'appeler Jardin magique. Et puis j'ai commencé la réalisation. À l'époque, donc, j'exécutais mes œuvres chez Crae à Gosling. Et figurez-vous que j'étais tellement excité que j'ai réalisé, c'est pas de la blague, j'ai vérifié récemment dans mes agendas, j'ai réalisé les 120 mètres carrés en 10 jours. C'est de la folie. De la folie. Tous les matins, j'allais là-bas, et en fin de journée, je revenais chez moi à Uccle. Donc c'est chaque fois 3/4 d'heure, aller, 3/4 d'heure, retour. Alors, les formes, ce sont des formes géométriques basées sur le carré. Donc, ce sont des cercles, ce sont des carrés, mais ce sont aussi des cercles coupés par une courbe, par une diagonale, forme que je continue à utiliser dans mes peintures aujourd'hui. Il est certain qu'il y a une certaine influence de Victor Vasarely. Je dirais plutôt un enseignement. Pour moi, voir les œuvres de Vasarely, pas toutes, ont été, comme Jacques Mouscal, pour moi, un enseignement. Donc, c'est un jeu de formes, de positif et de négatif, dans ce que je peins aujourd'hui aussi. On peut voir mes tableaux avec les formes qui sont en positif, qui sont des ronds coupés, des carrés, etc. Mais aussi, le fond lui-même parle. J'étais habitué à faire des œuvres sur acier maillé, où chaque carré comprenait 2 couleurs. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici dans mon atelier. Il y a ce que j'appelle le ton de fond et puis la forme géométrique. Lorsque je suis allé voir le directeur de l'usine Crae, j'ai dit, écoutez, voilà, il y a un budget d'autant. Est-ce qu'on peut y arriver? Du coup, on a discuté et il m'a dit, écoutez, pour y arriver, il faut que vous travailliez différemment
que vos œuvres précédentes. À savoir, ici, il faudra les panneaux blancs. Ce que je me suis rendu compte, dans le fond, que le fait d'avoir les panneaux blancs dans cet espace était une réussite. Mais au départ, c'était une contrainte financière. Donc, il faut les panneaux blancs avec vos dessins qui sont en couleur. Alors, pour ce qui est des couleurs, il faudra aussi limiter la quantité de couleurs, d'une part. D'autre part, vous ne pourrez plus faire une forme par carré parce que vous faites des œuvres avec des carrés en acier émaillé de 30-40 cm jusqu'à même certaines œuvres à 1 mètre. Mais ici, pour des raisons financières, de fabrication et même de placement, il faut qu'un panneau puisse être manipulé par un homme. Donc, maximum 1 mètre carré. Résultat, j'ai fait ma composition avec, par panneau de 90 cm, j'ai fait 3 x 3, c'est-à-dire 9 formes géométriques sur un panneau, au lieu de faire, comme mes œuvres précédentes, 9 formes géométriques sur 9 panneaux. Voilà. Ce qui fait que j'ai dû, évidemment, limiter la quantité de couleurs, mais aussi trouver une manière que mon dessin s'accorde avec le changement de couleur d'un panneau à l'autre. Ça a été toute une recherche passionnante. Et Le Corbusier disait, la contrainte est source de création. Donc, moi, j'ai fait ça avec une mentalité d'architecte. Et d'ailleurs, cette phrase de Le Corbusier, c'est une phrase qui est, pour moi, une ligne de conduite depuis toujours et dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, ces contraintes ne m'ont pas ennuyé, au contraire, elles m'ont stimulé. Et je me suis dit, maintenant, c'est à moi de trouver la solution. Et que ce soit superbe. Et voilà. Le mur que j'ai fait à Anvers est dynamique déjà parce que il y a énormément de formes, je ne sais plus combien il y en a. Et donc il y a un jeu, et puis le regard, plus dans cette œuvre-là où il y a beaucoup de carrés, beaucoup de formes, plus que dans mes œuvres plutôt actuelles où je suis un peu plus minimaliste, mais le regard part et suit et découvre des tas de choses. Et d'un jour à l'autre, on ne voit pas les choses exactement de la même manière. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines personnes qui ont acquis certains de mes tableaux où il y a quand même pas mal de formes, ils me disent, chaque jour, je la vois autrement. Parce que je découvre des petits détails, des ceci, des cela dans la composition. En fait, mes compositions, pas le mur d'Anvers, mais mes compositions actuelles, sont des symétries asymétriques. C'est-à-dire que la vision globale est symétrique. Mais quand vous faites le détail, que vous entrez dans le tableau, il y a des tas de détails qui font que c'est asymétrique. Et les gens me disent, on découvre tous les jours quelque chose. Bon, voilà, c'est fait. Moi, je ne suis plus au courant de rien. Je ne suis pas invité nécessairement à l'inauguration. Peu importe, moi, ce qui comptait, c'était pas la gloire, c'était la passion d'avoir fait ce travail pour Reinhard Brahm, qui est quand même pas n'importe qui. Et puis les années passent, et un beau jour, il y a de ça quelques années maintenant, je tombe sur une revue avec un article du conservateur de la maison de Reinhard Brahm,
ainsi que des archives de Reinhard Brahm. Je vois la photo de la maison, je la connais, j'y suis allé plusieurs fois. C'était sa maison avec son bureau, donc je la connais bien, cette maison. Je prends contact avec ce monsieur, il s'appelle Jo Braken, et je lui dis, écoutez, je m'appelle Jacques Huemals, est-ce que vous savez qui je suis? Donc il dit, mais je connais votre nom. Donc, je lui dis, voilà, j'ai fait le mur dans l'école d'Anvers. Il me dit, on s'est toujours demandé qui c'était ce Huemals, parce que je signais Huemals, c'est pas Jacques Huemals. Et c'est daté de 1972. Je lui dis, écoutez, voilà, je prends rendez-vous, je vous apporte toutes mes archives et je vous donne toutes mes archives. Voilà. Et à ce moment-là, il m'apprend que le bâtiment et mon mur sont classés. Que demander de plus, hein? Je suis un monument historique avant mon décès. Magnifique, hein?